La monarchie sait qu'elle peut compter sur ses proches conseillers pour l'aider à organiser sa gouvernance. Certains hommes sont appelés auprès du roi pour lui prodiguer les meilleurs conseils. Ainsi, un vaste monde gravite autour du roi et de sa famille. C'est en ce sens qu'a été créé le corps de la garde royale, soldats d'élite destinés à protéger la monarchie et les personnalités importantes de la cour. Intéressons-nous de plus près à leur histoire et aux membres les plus illustres de cet ordre. Je rappelle qu'il y aura 2 petits passages qui spoileront les devenirs de certains personnages pendant House of the Dragon, mais pas de panique, vous pourrez continuer la vidéo et zapper ces passages sans souci. Merci et bonne vidéo à tous. Here, boy. Melt it down and add it to the others. La garde royale a été créée pendant la première guerre dornienne sous le règne du roi Aegon Ier. Le nouveau souverain de Westeros échappe de peu à un attentat perpétré par les Dorniens au sein de sa capitale. Il réchappe à la mort grâce à l'intervention salvatrice de sa sœur épouse Visenya. Après cet incident, la reine Visenya propose de créer un ordre pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Elle crée cette institution en s'inspirant des vœux de la garde de nuit pour s'assurer de la loyauté de ses chevaliers envers la couronne. La garde royale, dont les membres sont parfois appelés les manteaux blancs ou la blanche épée, est composée de 7 chevaliers chargés de protéger le roi et la famille royale. D'abord confrérie prestigieuse, elle va se muer en une véritable fraternité où chaque chevalier considère ses pairs comme un frère juré de la garde royale. Ces 7 membres sont nommés à vie par le roi et intronisés par le grand septon lors d'une cérémonie qui a lieu au Donjon Rouge. Le chiffre 7 étant une référence évidente à la foi des 7 piliers religieux qui ordonnent la vie du roi, mais également au nombre de couronnes que comporte le continent de Westeros. Le nouveau membre accueilli au sein de l'ordre doit prononcer des vœux solennels où il renonce à ses terres, à un mariage et à une vie de famille pour se consacrer uniquement au royaume. Parmi les 7 gardes royaux, on retrouve le Lord Commandant qui siège au conseil du roi et qui peut être amené à donner son avis sur des questions de politique. Les gardes royaux sont au service de la monarchie et ils peuvent protéger des membres éminents du conseil restreint, comme par exemple la main du roi. Ils peuvent également intervenir lors des conflits en participant à des batailles aux côtés des envoyés du roi. Ils logent au Donjon Rouge dans la tour de la Blanche Épée où leur histoire est consignée dans un livre blanc appelé le Livre des Frères. Chaque membre de la garde espère que son nom se verra complété de nobles actes pour laisser une trace indélébile dans l'histoire. C'est le Lord Commandant qui a la charge de compléter ce livre au fur et à mesure des années. Beaucoup de chevaliers ont marqué l'histoire de la garde et il faudrait toute une vie pour raconter individuellement chaque exploit. Cependant, je vous propose ici une petite compilation des gardes royaux qui ont marqué l'histoire par leurs exploits ou actes sordides. Certains ont agi par goût du pouvoir, d'autres par vengeance, tandis qu'une poignée demeure noble jusque dans la tombe. Ceci n'est donc pas un classement, mais plutôt une présentation chronologique des gardes royaux qui ont marqué l'histoire. Après, vous verrez tout de même que j'ai vraiment ma préférence lorsqu'il s'agit de désigner le plus grand garde royal selon moi. On commence par le tout premier Lord Commandant de la garde royale qui s'appelait Corlys Velaryon. Chevalier de la maison Velaryon à l'époque du roi Aegon Ier Targaryen, ce dernier n'est pas à confondre avec son homonyme Corlys Velaryon, le serpent de mer. Choisi par la reine Visenya Targaryen, il fait partie des premiers membres de l'ordre, preuve en est de la confiance entre la maison du dragon et celle de l'hippocampe. Autour de l'an 54, la princesse Aerea Targaryen s'échappe de la capitale sur le dos de Balerion. Le roi Jaehaerys a vendu une rumeur sur Essos comme quoi un monstre aurait été aperçu au nord de la cité libre de Pentos. Le roi dépêche sur place le garde royal William la Guêpe avec une douzaine de soldats pour aller enquêter. Une fois arrivé à Pentos, il trouve un guide qui se dit prêt à les conduire jusqu'à l'antre de la bête. À la place, William et ses compagnons sont conduits dans un piège où les attendent des bandits. Tous sont massacrés et la tête de William ne sera restituée qu'1 an plus tard au Grand Argentier. Sir William la Guêpe sera remplacé par Sir Lucamore Fort qui va refaire parler de lui un peu plus tard. En l'an 59, sous le règne du roi Jaehaerys, c'est au tour de Riam Redwyn de s'illustrer auprès du roi et c'est le Lord Commandant de l'époque qui le recommande pour intégrer la garde royale. Plus tard, Sir Redwyn découvrira le parjure de son frère de garde, Sir Lucamore Fort, qui avait secrètement épousé 3 femmes et engendré près de 16 enfants. Lucamore Fort avait ainsi brisé ses vœux de la garde et il sera castré puis envoyé au mur avec 2 de ses fils.
Riam Redwyn deviendra Lord Commandant de la Garde Royale à une époque inconnue, participant à de multiples tournois et accompagnant le roi dans ses nombreux voyages à travers le royaume. En l'an 98, la main du roi décède et Riam Redwyn est nommé à cette fonction. Il sera démis après une année d'exercice et remplacé par le prince héritier qui était bien plus compétent que lui. Il meurt en l'an 105 sous le règne du roi Viserys et la princesse Rhaenyra choisira Sir Criston Cole pour le remplacer, tandis que la charge de Lord Commandant passe entre les mains de Sir Harold Westrelin. Curieusement, Riam Redwyn gardera une image d'un grand Lord Commandant, mais sera aussi assimilé à l'image d'une piètre main du roi qui s'était révélée inefficace dans cette fonction. On bascule désormais dans la période qui, je pense, vous intéresse le plus. Les jumeaux Cargill entrent au service du roi Viserys au tout début de son règne, ou juste avant le décès du vieux roi Jaehaerys Ier. Eric et Arik étaient très ressemblants, à tel point que les membres de la famille royale les confondaient très souvent. En l'an 120, Sir Eric est nommé bouclier lige de la princesse Rhaenyra après le décès d'Arwyn IV. À la mort du roi Viserys, Eric était déjà à Père Dragon auprès de la princesse Rhaenyra. Ce n'est pas lui qui s'échappe du donjon rouge et qui amène la couronne du roi auprès de la jeune souveraine, contrairement à House of the Dragon, qui a fait ce choix sans doute pour renforcer l'opposition idéologique entre les jumeaux. On les verra d'ailleurs un peu plus tard dans l'épisode en face à face, matérialisant bien une opposition profonde. Au déclenchement du conflit, Sir Eric défend le camp de Rhaenyra, tandis que son frère Arik soutient quant à lui Aegon II. La suite que je m'apprête à vous raconter spoilera le devenir des jumeaux dans la série, on se donne rendez-vous ici pour continuer sans spoil. Peu après un acte terrible qui a ébranlé toute la cour royale, Criston Cole décide d'envoyer Sir Arik Cargill à Père Dragon en mission secrète. Il devra se faire passer pour son jumeau, s'infiltrer dans la forteresse et commettre un assassinat. Les sources diffèrent concernant la cible de cette mission secrète. L'une prétend que c'était Rhaenyra la cible, tandis que l'autre dit que c'est plutôt un des fils de Rhaenyra. Arik arrive sur l'île déguisé en pêcheur, s'habillant à l'abri des regards en garde royale avec son armure et manteau blanc pour passer inaperçu. Il parvient à rentrer dans le château sans mal, puis avance en direction des quartiers de Rhaenyra. Sur le chemin vers les appartements royaux, il croise son frère Eric qui comprend de suite pourquoi il est là. S'ensuit un terrible combat où les deux frères s'entretuent. Le déroulement de l'affrontement diffère selon les témoins. Une source dit qu'ils se sont entretués sans la moindre parole, une autre, plus poétique, dit qu'ils se sont déclarés un amour fraternel avant de lutter à mort, tandis qu'une énième source avance l'idée qu'ils se sont affrontés pendant plus d'une heure sous les yeux de la moitié du château qui avait été réveillé par le bruit des épées qui s'entrechoquaient. Les deux frères se sont entretués pour mourir dans les bras l'un de l'autre. Le bouffon champignon, qui était présent sur place, dit qu'ils se sont insultés de traîtres, puis qu'ils se sont affrontés dans un escalier en colimaçon. Eric frappe d'un coup, en coupant pratiquement le bras de son adversaire. Quant à Arik, à moitié agonisant, il attrape son frère par la cape et le met au sol en le frappant au ventre avec une dague. Arik est mort en premier, tandis qu'Eric meurt après 4 longs jours d'agonie, où il passe son temps à hurler de douleur en maudissant son frère. Quoi qu'il en soit, les jumeaux s'éteignent et leur combat donnera lieu à plusieurs chansons très populaires chez les chevaliers. Et nous verrons bien quelle version sera choisie par House of the Dragon. Vous devez aussi avoir une connaissance bien plus poussée sur Criston Cole, un autre garde royal qui aura largement fait parler de lui. Il se fait remarquer lors d'un tournoi où il remporte la mêlée face au prince Daemon Targaryen. Il entre à la garde royale en l'an 105 et la princesse décidera d'en faire son bouclier lige. Tous les deux sont inséparables, à tel point que les ragots émergent à la cour sur une possible liaison amoureuse entre eux deux. Contrairement à la série, Sir Criston Cole est nommé Lord Commandant en l'an 112 après la mort de Sir Harold Westrelin et non suite au départ de ce dernier comme ce fut le cas dans la série. Visiblement déçu après avoir été conduit par la princesse, Criston Cole se rapproche de la reine Alicent Hightower. La suite, vous la connaissez, c'est lui qui va faire taire les critiques lors du conseil restreint convoqué après la mort du roi, puis c'est également lui qui va couronner Aegon II comme nouveau roi des 7 couronnes. Depuis ce jour, Criston Cole sera surnommé le faiseur de rois. La suite que je m'apprête à vous raconter dévoilera naturellement le devenir de ce personnage dans House of the Dragon, vous pouvez vous rendre ici pour éviter tout spoil. Après les défaites qui s'accumulent, le roi Aegon II perd patience et nomme finalement Criston Cole en tant que main du roi en remplacement de son grand-père Otto Hightower.
Une fois à ce poste, Sir Criston Cole organise la contre-offensive et permet aux troupes des Verts de remporter plusieurs victoires significatives. Il participera au siège du Repos des Freux, tendant un piège à la princesse Rhaenys Targaryen et son dragon Meleys. Aegon II étant très mal en point après cette bataille, Criston Cole recommande au prince Aemond Targaryen de gouverner le royaume le temps que son frère se remette de ses blessures. Ils partent tous les deux en direction d'Harrenhal pour attaquer Daemon qui avait capturé le château, mais ils trouvent la forteresse vide tandis qu'ils apprennent la chute de Port-Réal. Les deux hommes ne s'entendent pas sur la suite à donner à ce terrible échec. Criston Cole laisse finalement Aemond dans le Conflent et part dans le sud pour rejoindre les armées Hightower afin de mener une contre-offensive. Il traverse une région dévastée où les cadavres se comptent par milliers, puis se retrouve aux prises avec les Loups de l'Hiver, une troupe de soldats du Nord venus aider le camp de Rhaenyra. Criston Cole demande un duel contre 3 adversaires, mais les Nordiens lui refusent une mort glorieuse qui pourrait donner lieu à des chansons. La main du roi reçoit 3 flèches qui le tuent sur le coup, sa mort entraînant la débandade de son armée. Une fin tragique pour un des principaux personnages qui aura animé la danse des dragons, tant bien que mal, par ses choix fort discutables. Après ce conflit dévastateur, les gardes royaux conserveront une place importante à la cour, bien que les scandales et coups d'éclat ne sont jamais bien loin. Autour de l'an 153, le prince Aemon Targaryen rentre au service du roi Aegon III, qu'il servira jusqu'à la mort du souverain. Il participera à la conquête de Dorne aux côtés de son cousin, le roi Daeron Ier, et recevra une flèche empoisonnée alors qu'elle était destinée au roi. Blessé et fait prisonnier à la mort du roi après son échec à Dorne, il voit finalement son autre cousin, le prince Baelor, se présenter devant lui pour le sauver. Devenu roi, Baelor sauve son cousin de sa prison en parvenant à marcher dans une fosse remplie de vipères. Il servira là aussi son cousin pendant toute la durée de son règne. Il servira également son père, le roi Viserys II, pendant son court règne. Les relations entre Aemon et son frère Aegon, le futur Aegon IV, ont toujours été très compliquées. Aemon est présenté comme un preux chevalier, contrairement à son frère, décrit comme dépravé. Des rumeurs prétendent qu'Aemon et sa sœur Nérys entretiennent une liaison et une fois Aegon IV monté sur le trône, le roi passera son temps à dénigrer son propre frère qui était pourtant devenu lord commandant de la garde royale. À une date inconnue, Sir Terence Tignac, décrit comme un très bel homme, entre au service du roi Aegon IV. En l'an 178, il est surpris au lit par le roi avec Bethany Bracken, l'une des maîtresses du tumultueux souverain. Terence Tignac est torturé sous les yeux de Bethany, le roi ordonnant qu'on lui arrache tous les membres un à un avant de le laisser agoniser. Quant à Bethany, elle termine exécutée avec son père pour trahison. La même année, les deux frères de Sir Terence Tignac tentent d'assassiner le roi pour se venger. Ils sont finalement tués par Aemon Targaryen, le chevalier dragon, qui meurt tragiquement lors de cet affrontement. Son sacrifice est héroïque puisqu'il offre sa vie pour celle de son souverain. Le roi profitera de la mort de son frère pour remettre en question la paternité de son fils Daeron, ouvrant ainsi la voie à la rébellion Feu Noir des années plus tard. Au fil des années, l'image de Aemon, le chevalier dragon, deviendra légendaire dans les 7 royaumes comme idéal du chevalier protecteur. Quasiment 20 ans après, la révolte Feu Noir éclate en l'an 196. Sur le champ d'herbe rouge, les armées du Dragon Rouge font face aux révoltés de l'armée du Dragon Noir. Venu défendre la famille Targaryen, le garde royal Gwayne Corbray participe à la bataille avec son épée en acier valyrien Dame Affliction. Ce dernier est opposé au prétendant Daemon Feu Noir qui possède l'épée en acier valyrien Feu Noir. Les deux adversaires s'affrontent lors d'un duel resté dans les annales où les deux épées en acier valyrien s'entrechoquent. Ce sera finalement Bryden Rivers qui sauvera la vie de Gwayne Corbray en tuant Daemon Feu Noir d'une volée de flèches. L'histoire de la garde royale comporte aussi des moments assez originaux, comme la fois où le chevalier Duncan le Grand parcourt les 7 royaumes avec son écuyer l'œuf. Vivant des aventures ensemble, Duncan sera un jour nommé garde royal, puis lord commandant, sous le règne d'Aegon V, qui était en réalité son écuyer. Il sera amené à accompagner le roi lors de ses déplacements, et sera choisi comme champion de la couronne lors d'une révolte. Lord Lionel Baratheon entre en rébellion contre le roi Aegon V, et c'est Duncan qui affronte le nouveau roi de l'orage lors d'un duel épique où il sortira vainqueur. Duncan sera vaincu plus tard lors d'un tournoi par un jeune chevalier, un certain Barristan Selmy.
Il meurt finalement autour de l'an 259 lors de la tragédie de l'Estival avec une partie de la famille royale. Il sera remplacé par Sir Gerold Hightower, qui était garde royal et qui servira comme lord commandant sous les rois Jaehaerys II et Aerys II. C'est lui qui propose d'intégrer Sir Barristan dans la garde royale en l'an 261 et il aura aussi la charge d'intégrer Sir Jaime Lannister dans la garde royale en l'an 281 sur décision du roi. Sir Gerold est ensuite présent à Port-Réal lors de l'exécution de Brandon et Rickard Stark, rappelant à Jaime qu'il est de son devoir de protéger le roi et non de le juger pour ses actes. Pendant la révolte de Robert Baratheon, il sera chargé de veiller à la protection de Lyanna Stark avec deux autres frères de la garde, Sir Arthur Dayne et Sir Oswell Went. Ils seront finalement tous les trois tués lors d'un combat, les opposant à Ned Stark et ses compagnons venus libérer Lyanna. Un affrontement qui restera dans les légendes, en particulier grâce à Sir Arthur Dayne, l'épée du matin, considérée comme l'une des plus fines lames que Westeros n'ait jamais connues. Je pense que vous connaissez très largement l'histoire de Sir Arthur Dayne et Jaime Lannister, puisque leurs hauts faits en tant que gardes royaux ont bien été présentés dans la série Game of Thrones. Vous avez cependant une vidéo complète sur la famille Dayne en haut à droite si jamais ça vous intéresse d'en connaître davantage sur Sir Arthur et son histoire. Je tiens tout de même à revenir rapidement sur Sir Barristan Selmy, qui est pour moi l'un des meilleurs combattants de Westeros et qui mérite d'être considéré comme une référence au même titre qu'Arthur Dayne ou Aemon le Chevalier Dragon. Participant à la guerre des rois à 9 sous sur les degrés des pierres, Sir Barristan parvient à terrasser le monstrueux Maelys Feu Noir, dernier membre de la famille du Dragon Noir, mettant ainsi un terme à la dernière rébellion Feu Noir. Il servira un roi Baratheon et 2 rois Targaryens, on peut même dire 3 si l'on compte Daenerys puisqu'il rentre au service de la reine Targaryen. A noter cependant que les dernières années de service auprès du roi fou l'ont profondément questionné au point de se demander s'il avait bien fait de le sauver lors du défi de Sombreval. Participant aussi à de nombreux tournois, Sir Barristan désarçonnera des adversaires redoutables comme Duncan le Grand, Sandor Clegane, Oberyn Martell ou encore Rhaegar Targaryen. A noter que l'auteur J.R.R. Martin a apporté une petite subtilité, disant qu'un duel opposant Sir Barristan et Sir Arthur Dayne serait indécis s'ils maniaient tous les deux des armes égales. En revanche, le duel pencherait très sérieusement en faveur d'Arthur Dayne s'il manie son épée légendaire Hob. Un exemple de fidélité qui n'aura de cesse de servir au mieux son souverain. On ne peut pas forcément en dire autant de certains membres de la garde royale, connus pour leurs frasques et coups bas plutôt que leur sens de l'honneur. C'est ici que l'on se quitte, et j'espère que cette présentation de la garde royale vous a plu et intéressé jusqu'au bout. Vous avez ainsi pu voir que beaucoup de membres ont accompli de grandes choses, dédiant leur vie à leur souverain, tandis que d'autres ont agi avec cupidité et avidité de pouvoir. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout, et à très bientôt pour d'autres histoires palpitantes sur l'univers de Game of Thrones et House of the Dragon. Salut à tous!